Bonjour ou rebonjour pour cette deuxième partie sur le cours de Meurize consacré au dictionnaire de données, le dictionnaire de données ou DICO, le DICO de données de l'entreprise ou du secteur d'activité à traiter. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir de beau là-dedans? Alors de beau, je ne sais pas, mais on va faire pas mal de français, on va rapatrier de l'information. Donc on peut commencer par étudier un petit peu ces différents documents que j'ai soit écrits, soit rassemblés. Là, ça doit venir d'Internet, effectivement. Je ne sais pas si c'est dans son intégralité, en tout cas, c'est de l'information qu'on retrouve facilement si on la cherche, pour une grande partie. Sinon, vous l'avez évidemment en dossier support. Je rappelle, le nom est dictionnaire de données.pdf, tout simplement. Donc, dictionnaire de données. Ce qui est intéressant au niveau de la définition, c'est quoi un dictionnaire? C'est un dictionnaire. C'est un livre qu'on ouvre et dedans, on a des feuilles où il y a un mot et ce que c'est, la définition du mot. Donc là, le but, c'est de faire pareil. C'est de prendre les mots du domaine et d'expliquer à des non-initiés au domaine qu'est-ce que c'est que ces mots. Pourquoi? Parce que tout le monde ne connaît pas. Vous arrivez dans un projet, vous êtes dans l'automobile, vous avez un projet automobile, le chef du projet, ça fait 3 ans qu'il est dessus, vous arrivez, la moitié des mots du projet, vous êtes à l'ouest. Avec un dictionnaire de données, vous aurez au moins la définition des mots. Et un peu plus d'informations, si ça a été fait correctement. Si ça a été fait aussi. Donc le recueil des données. Comment on va rassembler ces données? Par l'étude de documents. Les documents existants, évidemment, sur les documents, vous avez de l'information, vous avez des choses à exploiter. Par les entrevues. Alors là, effectivement, si vous voyez des gens, si vous discutez avec eux, ou carrément vous organisez des interviews, et là vous aurez des entrevues directes avec des questionnements qui vous permettront d'obtenir de l'information. Ou parfois les questionnaires. Alors là, il faut y aller doucement. C'est vraiment parfois, on peut écrire un questionnaire pour demander de l'information complémentaire à des gens qui sont du métier, par exemple. Et on leur présente le questionnaire. Alors là, il faut savoir qu'en tant qu'informaticien, vous intervenez sur un projet. Ce n'est pas forcément le développeur ou l'informaticien, c'est même rarement le cas qui fait le dictionnaire. Mais si c'était le cas, allez pas embêter tout le monde à la machine à café. Tu peux faire mon questionnaire, parce que ça arrive rarement, et puis les gens ne prennent pas 1 heure à s'amuser à répondre à des questions pour vous apprendre le métier. Donc ça, pourquoi pas, mais difficilement réalisable. On s'efforcera de rassembler un maximum de documents, donc c'est ce qu'on disait, des fiches, des impressions, des états, des journaux, tout ce qui peut servir à collecter de l'information. Fouiller les poubelles, faites pas ça chez vous, mais effectivement il y a des choses qui peuvent être utiles à récupérer. S'assurer que les documents sont encore valides. Oui, pourquoi? Parce que si le document était valide il y a 3 ans, et qu'on fait un projet qui est d'actualité, et que le document indique des choses fausses, ça va servir à rien. Et vous aurez plus que perdu du temps, vous aurez fait quelque chose de complètement faux. Donc là, ça va, si vous en apercevez pas vite, ça va poser problème. Utiliser des documents remplis et repérer les informations réellement utilisées pour avoir une vue claire. Globalement, ça veut dire quoi? Vous prenez un questionnaire, vous remplissez avec des réponses, vous avez le document. Vous voyez là, il y a des réponses. Ces 3 questions-là, jamais personne n'y répond parce que ça ne s'applique pas, tout simplement. Déjà, vous savez que cet élément ne s'applique pas. Il faut voir ce que c'est comme question, pourquoi elle a été mise là, mais visiblement, ça touche qu'une minorité, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait que cette question ne sert à rien. Donc, il faut quand même se poser des questions. D'accord? En plus de celles sur les formulaires. À côté d'attacher une extension, non, on n'attache pas l'extension, on attache une attention particulière aux documents non formalisés. Alors les documents non formalisés, on nous dit qu'ils traduisent souvent l'existence d'une évolution non prise en compte par les procédures. On va traduire ça en français simple, parce que c'est un peu fatigant, ce genre de phrase longue et compliquée. Vous avez un document avec belle procédure, le logo de l'entreprise, truc technique. Et à côté, vous avez un post-it où on vous dit on ne fait plus comme ça, en fait, on fait ça maintenant. D'accord? On a changé. Hop! Ancienne méthode, nouvelle. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas le logo de l'entreprise, mais dans la société, tout le monde fait ça. Ça a beau ne pas être formalisé, on s'attachera effectivement à prendre en compte cette nouvelle méthodologie de façon à ne pas partir sur quelque chose qui serait devenu faux et que plus personne n'applique. Ça peut être pour des questions de simplicité, d'économie, de n'importe quoi. Je n'en sais rien,
mais en l'occurrence, il faut comprendre et appliquer les bonnes choses, donc les choses actuelles. De décoder les codes et abréviations utilisés. Effectivement, vous arrivez dans l'automobile toujours, hein, c'est un exemple, je ne connais aucune abréviation, donc ça ne va pas faciliter mon exemple, mais on vous dit, tu as là la CDB, la CDD qui merde, chez eux ça veut peut-être dire courroie de distribution, moi j'en sais rien. Mais CDD dans une autre boîte, ça veut dire autre chose. CDD dans le monde du travail, ça veut encore dire autre chose. Hein, donc le problème, c'est que si vous utilisez que des abréviations, des choses comme ça, on va être très vite embêté. Hein, la plupart des gens ne vont rien comprendre. Si vraiment vous ne trouvez pas l'exemple valide, posez-vous la question de la dernière grande boîte dans laquelle vous êtes entré. Si la réponse est l'AFPA, ça peut marcher aussi. Il y a beaucoup d'exemples à l'AFPA, notamment AFPA. Hein, AFPA. Qu'est-ce que c'est? Donc le mec qui fait un dictionnaire de données, il faut quand même qu'il explique ce que c'est que ces abréviations et pourquoi elles sont là. On continue sur la classification des données. Donc je vais réduire, enfin descendre un peu dans mon document. Voilà, la classification. Donc comment on classifie les données? Parce qu'on ne va pas les laisser ensemble comme ça, brutes, faire des pages et les mettre dans l'ordre alphabétique. Hein, c'est pas le petit Robert qu'on fait là, c'est un projet informatique. Donc pour la classification des données, on peut commencer par les données élémentaires, donc les données de base. L'information dans ce cas-là, on nous dit, attention, hein, vous énervez pas, les phrases sont compliquées, vous allez voir, ça ne veut pas dire grand-chose. L'information se confond avec la valeur prise par la donnée. Par exemple, un nom, une date. Ces données doivent être recensées de manière exhaustive. Ça veut simplement dire qu'un nom, c'est un nombre. Vous pouvez faire ce que vous voulez, un nom, c'est un nom. Un prénom, c'est un prénom. Une date de naissance, c'est une date de naissance. C'est la date où vous êtes né. Donc là, le type de données, ça se confond vraiment avec l'information elle-même. Que ce soit la valeur ou la donnée, c'est confondu. C'est la même chose. Le prénom Florian, c'est mon prénom, quoi. Voilà, il ne faut pas chercher trop loin. Hein. C'est tout ça pour dire ça. Celles-là, il faut toutes les garder, ces données-là. Toutes les données de ce type, ce sont des informations importantes. On les conserve. Les données calculées ou déduites. Elles sont obtenues par l'application d'un traitement mathématique ou logique. J'insiste là-dessus. Il y a un traitement dessus, hein, mathématique ou logique. Souvent mathématique. Ces données sont associées à des règles de calcul, qu'on peut aussi appeler règles de gestion. Il faut penser à bien les identifier et à conserver la règle de gestion, qui permet d'arriver au résultat. Je redis ça. Il faut conserver les règles de gestion. Énormément de fois, on voit des dictionnaires de données ou plus tard des MCD, pour la méthode Meurice, où il n'y a pas de règle de gestion. Hein. On n'en a pris aucune parce que les règles de gestion c'est has-been. Tant pis, hein, c'est pas grave. Mais il y a des règles de gestion, des choses importantes. Donc, pour les données calculées, c'est important. Il y a des façons de calculer les choses. Il faut les noter. Ce n'est pas le développeur qui après va se taper 58 bureaux pour comprendre comment on devait calculer cette valeur et pourquoi ça se fait comme ça. D'accord ? Ça, il doit l'avoir marqué quelque part. Donc, ça, on les conserve avec la méthode de gestion. On conserve la donnée calculée ou déduite, d'accord ? Et sa méthode de calcul, ou méthode de gestion. Les données composées. Alors, certaines données sont des données composées de plusieurs données, souvent élémentaires. Globalement, par exemple, on peut prendre l'adresse. L'adresse, c'est quoi? C'est une donnée composée de plein de données élémentaires. Le numéro de rue, le nom de la rue, le code postal, la ville, le pays. On va aller plus loin, on peut jouer longtemps comme ça. Mais voilà, vous voyez, il y a plein de données élémentaires. Tout ça, c'est une adresse. Alors, une adresse, qu'est-ce qu'on en fait? Cette information, l'adresse elle-même, pour respecter un maximum, plus tard la méthode Meurice, et avoir une conception propre et réutilisable, et pouvoir détailler vraiment l'information, l'information doit être décomposée en données élémentaires, tout simplement comme je viens de vous le faire. Donc il faut prendre le numéro de rue, le nom de la rue, le code postal, la ville. D'accord? Il faut décomposer. On aura 5 données et non pas une. Toutefois, s'il est montré qu'une donnée composée n'est jamais décomposée, il faut qu'elle soit jamais décomposée. Jamais. Jamais. D'accord? Si jamais vous n'avez besoin de faire des traitements pour trouver les codes postaux, on s'en fout.
toute façon, on stocke les données, enfin, la donnée adresse, on la stocke, c'est juste pour l'imprimer, pour la coller sur des lettres. Il n'y a aucune statistique de fait sur les adresses. Est-ce qu'ils habitent à des numéros pairs? Est-ce qu'ils habitent tous dans telle rue? Est-ce qu'ils sont tous dans tel pays? Est-ce qu'on veut envoyer qu'aux Français, qu'aux Anglais? Non, aucun traitement sur l'adresse, ni sur une partie. Bon, bah dans ce cas-là, c'est une exception. Vous pouvez vous permettre de conserver l'information non décomposée. C'est-à-dire de conserver juste un champ adresse, d'accord? Le type, on va voir après, mais un champ adresse sans décomposer en plusieurs champs. D'accord? Donc c'est une partie importante du travail, c'est de savoir à quel moment on décompose une information et on fait du détail, parce que c'est bien de faire du détail, mais quand il y a trop de détails, surtout inutile, et ben ça devient le bordel, tout simplement. Donc, on ne fait pas tout le temps du détail, hein, on essaye de faire un truc efficace. On va descendre un petit peu encore et parler de la typologie des données. Ces données, elles ont des caractéristiques. D'abord, elles ont un nom, hein, évidemment. Donc le nom de la tribu. Prenons le prénom, par exemple. Le prénom, nom de la tribu, donc c'est prénom, se doit d'être unique et facilement compréhensible. La proximité avec le langage de l'entreprise est aussi un véritable plus vis-à-vis de la compréhension. Donc on reste dans le langage évidemment de l'entreprise. Donc, par contre, ça doit être unique et facilement compréhensible. Ça veut dire que si dans notre dictionnaire, on a par exemple des personnes et on a aussi des clients, eh ben, on ne peut pas avoir le prénom, simplement qui s'appelle prénom pour une personne, et prénom pour client. D'accord? Ça veut dire qu'on aura prénom et prénom de l'autre côté. Là déjà, c'est le bordel assuré. Hein. Donc on simplifie les choses. En général, on va dire prénom personne, prénom client. Voilà, c'est un exemple. Il faut que ça reste unique. Quitte à rajouter des lettres ou des morceaux de mots, il faut que ça reste unique. On a la description. La description, c'est tout simplement que veut dire la donnée élémentaire, la donnée calculée ou autre, mais qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qu'elle représente. Le prénom, c'est le prénom d'une personne. Donc le prénom d'une personne, Florian, c'est un prénom commun. Prénom est utilisé pour identifier une personne, en plus de son nom de famille. Donc voilà, ça c'est assez logique. Le prénom permet l'identification d'une personne en complément de son nom. Le domaine. Alors le domaine, c'est quelque chose d'assez précis, c'est des valeurs qui sont prises dans un ensemble. Là on va parler d'ensemble, pour ceux qui ont fait des maths ça va être un petit peu plus simple. Je vais prendre un autre exemple parce que pour le prénom, il n'y a pas de domaine. Si on pourrait prendre la liste des prénoms autorisés pour un certain pays, ça complique un peu. On va prendre un exemple, c'est les permis. Hein, les permis de conduire pour le domaine. Donc je conduis avec quel permis? Je conduis avec un permis B, je conduis avec un permis D, ou avec un permis... vous voyez, il y a un ensemble de permis autorisés. Il y a B, D, je vais dire des bêtises, hein, B, D, E, F, et peut-être même F1 et F2, mais il n'y a pas permis J, permis K, permis 28, permis rente-en-plan. Ça serait bien, mais il n'y a pas. D'accord? Donc c'est un ensemble défini. Bon, ça peut être celui-là, 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 ou celui-là, mais pas un des autres. D'accord? C'est cet ensemble fini. Ça, c'est un domaine. Ça va être le domaine des permis de conduire. On pourra préciser le domaine et les valeurs qu'il contient s'il n'est pas immense. Hein. Sinon, vous mettez le nom du domaine, il faudra rajouter une information. On a une petite précision, on nous dit que l'identification d'un domaine est une opération importante lors du recueil des données. Il faut déterminer précisément un certain nombre d'informations. On va descendre un petit peu. Vous voyez pour les exemples des domaines, on nous donnait domaine exhaustif. Voilà, le permis de conduire A, A1, B, C, D, C1, E, F. J'espère que c'est à jour. Donc là, on a un domaine fini, effectivement, de possibilités. Et on a un domaine borné, par exemple les notes, qui vont de 0 à 20. Un 0 à 20, ça dépend des domaines, effectivement, mais pour les enfants, souvent on utilise de 0 à 20. Donc là, c'est un domaine borné. On a 0, on a 20, c'est un domaine borné, borne minimale, borne maximale, on ne peut pas en sortir. Domaine typé,
On parle moins de domaine dans ces cas-là, on va le rajouter, nous, à l'information de type. Donc on va passer là-dessus. Le type des données. Alors maintenant on s'attaque sûrement à un des plus gros morceaux, hein, que ce soit pour la suite ou autre. Le type des données. Donc le type, c'est plus restrictif encore que le domaine. Donc le domaine s'applique à la valeur d'une donnée. Le type, c'est une contrainte physique liée à la façon dont on va le stocker, dont on va stocker l'information. Les principaux types à retenir sont, on est encore en français, je le rappelle, on ne parle pas de type informatique. Vous ne pouvez pas me dire c'est une variable, donc on va le mettre dans un str, ou c'est un integer. Non, pour l'instant on est en français, c'est un dictionnaire qu'on fait. Dictionnaire, c'est bien du français, hein. Dedans il y a des mots avec des définitions. Donc on fait du français. Alphanumérique. Donc alpha numérique, ça veut dire ce que ça veut dire. On va le simplifier en AN, alpha numérique. On cherchera quand même à déterminer la taille maximum. Donc on peut mettre AN entre parenthèses, par exemple 30. Pour un prénom, on pourrait mettre AN entre parenthèses 255, par exemple, au hasard, hein, évidemment. Donc AN 255, c'est de l'alpha ou du numérique. Alors un prénom, en général, ça va même être A, hein, ça va être une chaîne de caractères. Ça va rarement être numérique en réalité. Mais bon. Numérique, donc numérique pur. On peut préciser quand on met numérique M, hein, numérique M, on peut préciser entier, d'accord? Donc soit on met E, ou alors on précise entre parenthèses. Je préfère autant qu'on précise entre parenthèses entier, réel ou monétaire. Donc un entier, hein, 0, 10, 100, d'accord? Un réel, 10,5, 3,2, 5 aussi si on le souhaite, mais plutôt avec des virgules, sinon ça perd de son intérêt. Et monétaire. Monétaire, c'est un type qui est dédié à la gestion des sommes d'argent, hein, pour avoir corrigé en tout cas un certain nombre d'anomalies dans les calculs. D'accord? Et qui va représenter une somme, dans tous les cas une somme d'argent. Par exemple 10 euros, 25 dollars. D'accord? On ne sait pas en quelle monnaie, mais c'est du monétaire. Date, qui peut être soit date tout seul, soit heure, soit date-heure, donc les deux ensemble, date et heure. C'est une date et une heure, hein, tout simplement. Et logique ou booléen. Alors, on est en français, on peut encore l'appeler L pour logique, d'accord? On passera à B plus tard en physique. Les deux se disent en français, hein, logique ou booléen, donc il y a les deux lettres possibles, L ou B. C'est 0 ou 1, d'accord? C'est le binaire, 0 ou 1, logique binaire. Vrai, faux, 0 ou 1, gagné, perdu, d'accord? Donc 0, 1, que deux valeurs possibles. Logique ou booléen, L ou B. On continue. Toujours dans notre typologie des données, en plus du type de données, on a maintenant des contraintes. Donc parmi ces contraintes, on va trouver, donc c'est des contraintes, je précise, appliquées à la donnée. Hein. Donc des choses qui vont limiter encore les valeurs possibles pour la donnée. Ça vient en plus du domaine et du type. La contrainte par exemple, non nulle. D'accord? Non nulle, ça veut dire que on ne peut pas avoir une valeur nulle. Il ne peut pas ne pas avoir de valeur. D'accord? Pour un prénom, on ne pourra pas dire son prénom. Ah ben non, on ne sait pas. On ne sait pas, on l'a trouvé, il n'a pas de prénom, on n'en a pas mis, c'est comme ça. Non, ça ne sera pas possible. Il faut qu'il y ait une valeur, c'est nécessaire. D'accord? Sinon, l'intégrité structurelle, le fait de comprendre que la base de données fonctionne, n'est plus assurée. Donc automatiquement, on s'assure de donner une valeur, et pour ça, on met un attribut non nul dans la case contrainte du dictionnaire de données. Contrainte automatique, c'est une valeur qui va être définie automatiquement. Alors comment? Sûrement avec une règle de calcul ou une règle de gestion, qu'on précisera aussi, c'est pour ça qu'il faut les garder pour le dictionnaire de données. Mais la valeur va automatiquement être définie. Ça marche aussi pour des identifiants, par exemple le matricule d'un salarié, dès qu'il y a un nouveau salarié, va automatiquement être ajouté de 1 par rapport au dernier salarié qui a reçu un matricule. Souvent ça va être ça. Il y a d'autres cas. Strictement positif, plus grand que 0. On fera le symbole plus grand que 0, c'est plus court, ou plus petit que 0, strictement négatif. Hein. Là, typiquement, qu'est-ce qu'on peut avoir en strictement positif?
peut être tout et n'importe quoi, je ne pense pas à un exemple comme ça, mais toute valeur au-dessus de 0. Hein. Une amende, superbe exemple, ou un prix. Typiquement, quand vous achetez des objets pour un magasin qui vend des objets, il ne va pas mettre des prix négatifs. Au pire, il y aura des remises en complément du prix, et la remise aura une valeur elle aussi, qui viendra en déduction du prix, mais le prix est un élément positif. Hein. Le prix d'un objet en magasin ne va pas être affiché à moins 3 euros. Sinon, il faut me dire où c'est. Hein, je viens tout de suite, il n'y a pas de souci. Etc. Bah oui, parce qu'on peut avoir plein d'autres choses auxquelles on n'a pas pensé et qui peuvent être ajoutées. Hein. Je vous en ai déjà cité quelques-uns, il peut y en avoir d'autres. Donc, on a vu les contraintes, toujours dans la typologie, et on va terminer avec les règles de calcul. On en a déjà parlé. Comment est-ce qu'on calcule un champ automatique? Comment est-ce qu'on calcule un champ qui a une valeur, qui n'est pas forcément automatique, mais qui a une valeur et qui va devoir être calculé peut-être à partir d'autres champs, peut-être à partir d'une autre information, ou peut-être déduite logiquement. Si c'est ça, alors ça va être ça. Si c'est ça, ça serait ça, mais dans ce cas-là, c'est ça. Vous voyez, c'est tordu. Là, on ne sait pas le raisonnement. Bah, ce raisonnement, c'est une règle. On appelle ça les règles de calcul, ou les règles de gestion. Et ça, on la conserve pour la dernière case de notre dictionnaire de données. Les règles de calcul. Comment on représente un dictionnaire? Globalement, alors, ils n'ont pas appliqué, c'est un exemple que j'ai pris sur Internet évidemment, ils n'ont pas appliqué exactement ce qu'on disait, hein, ça c'est le nom, hein, aussi appelé code, des fois vous verrez code. Il faut comprendre que comme le dictionnaire de données ne fait pas partie de la méthodologie Meurize, réellement, on n'a pas d'obligation. C'est-à-dire que chacun peut faire son dictionnaire de données en le formalisant un petit peu comme il le souhaite. Hein. Il n'y a pas de règle établie sur comment formaliser purement et simplement un dictionnaire de données. Ça serait trop beau. Donc chacun le formalise comme il veut. Et ça se voit beaucoup sur Internet. Hein. Tous les exemples que vous trouverez sont différents. Donc le nom ou le code, là on voit nos clients, donc numéro de client, nom client, prix CDE, donc prix commande, quantité commande. Alors c'est un petit peu flou, mais vous l'avez sur les supports. À côté, la description, que là ils appellent rôle, je ne trouve pas ça très clair. Mais bon, la description, ça c'est le numéro du client, le nom du client, bon bah ça se passe d'explication. Le prix de la commande, c'est prix unitaire hors taxe ou du produit commandé. Oui, prix unitaire hors taxe du produit commandé, pardon. Le type ou domaine, là ils ont mélangé. Alors effectivement, on peut faire ce genre de choses. On peut réunir le domaine et le type. Pourquoi? Parce que souvent, un type, par exemple, les permis, c'est le domaine qui va définir le type. Si on dit que c'est du domaine des permis de conduire, vous voyez, c'est A, A1, A2, et c'est ces valeurs-là. Ça va être stocké dans du alphanumérique, à moins de créer un type spécial, et ça on verra plus tard. Là, on passera quand on passera en mode physique. Donc là, pour l'instant, on peut rassembler les deux, effectivement, ou on peut les séparer. J'ai tendance à séparer les deux pour que ça soit bien clair. Mais toujours trop d'informations tue l'information. En même temps, supprimer des colonnes à tire-larigot, c'est pas forcément non plus beaucoup plus clair. Ils ont une colonne de commentaires qui fait un petit peu doublon pour moi. Donc ça, nous, on n'aura pas le commentaire, mais on aura, je vous le rappelle, le domaine et le type, on les a vus. On aura les contraintes et les règles de calcul. Donc là, ici, vous voyez, ils ont rassemblé à nouveau, dans la dernière colonne, contraintes, donc les contraintes qui s'appliquent à nos différents mots, hein, tout simplement, à nos différents champs. On pourrait presque parler de champs, déjà à nos données. C'est des données, puisque c'est du français. Et les règles de calcul. Comment on calcule une valeur? Par exemple, le montant de la commande, là, on peut voir montant de commande, se calcule comme ça. C'est la somme de prix de la commande fois quantité de la commande. Mais oui, pour avoir le montant total d'une commande, on prend chacune des lignes, d'accord, chacun des éléments, on prend son prix et on multiplie par la quantité. Une fois qu'on a ce total pour chaque ligne, on en fait la somme et on obtient le total final, d'accord, le montant de la commande. Donc là, ils mettent bien, ils précisent bien le calcul à effectuer
Et on le garde, ce calcul. Ça fait partie des règles de calcul, voire presque des règles de gestion. On en reparlera. Donc là, on a un tableau à 1, 2, 3 commentaires. On peut le passer, ça fait doublon avec description. 1, 2, 3, 4 colonnes. On peut aller à un tableau à 6 colonnes aisément. Hein. Nom ou code, description, domaine, type, contrainte et règles de calcul. Ça nous fait bien les 6 colonnes. Donc si on reprend les 6 éléments de notre typologie. Enfin, on a un petit travail à effectuer sur le dictionnaire pour qu'il soit valide. Un élagage. Alors oui, vous me direz, c'est le même terme que quand on débroussaille, on nettoie, on élague, hein, c'est du jardinage. Ben, c'est un peu ça. L'ensemble des données constitue un dictionnaire de données brutes. D'accord ? C'est de l'information brute de décoffrage, on ne l'a pas encore traité. Et est-ce qu'elle est traitable en cet état-là ? C'est pas évident. On risque de faire du travail pour rien. Elles ne seront pas toutes utilisées de la même manière, on nous le précise, donc il faut épurer ce dictionnaire brut. Il faut épurer de quoi ? Ben, il y a des règles simples hein, déjà, vous pouvez être sûr d'épurer de ça. Les synonymes, données ayant le même sens, d'accord ? Car ils constituent des redondances ambiguës. Et oui, si vous mettez deux données à différents endroits du dictionnaire qui ont le même sens, qui décrivent en fait la même chose, mais avec des mots différents, bah c'est traître, surtout si vous ne leur avez pas mis le même type. Alors là, posez-vous des questions, hein, le même type ou les mêmes contraintes. Ça devrait être exactement la même ligne de toute façon, vu que c'est des synonymes. Mais si c'est des synonymes, pensez que plus tard, on ne va pas stocker 2 fois la même information. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc on épure, on enlève les synonymes. On en garde un seul, hein, évidemment. On n'enlève pas l'information, on la conserve. Mais on enlève les différents synonymes de cette information. On en garde une. Les polysèmes. Mots qu'on n'utilise pas souvent déjà. Les polysèmes, un mot ayant plusieurs sens. D'accord ? Donc, ils peuvent provoquer des malentendus. Globalement, je prends toujours un exemple qui est complètement stupide, mais qui exprime bien ce qu'ils veulent dire. Si on a un magasin type Truffaut, pour ne pas citer de marque, hein, ou n'importe quoi d'autre, qui vend des vers de terre dans des cages en verre, avec des petits recueils de poésie offerts à l'achat d'un verre, hein, et c'est des poésies qui se terminent, qui sont composées de vers, on ne va pas avoir la donnée vert, la donnée vert, la donnée vert et la donnée vert. Ça va être le bordel. Hein. Si en plus ils sont de la couleur verte, alors c'est encore pire. Donc, globalement, c'est stupide comme exemple. Mais vous imaginez quelqu'un qui arrive dans l'équipe et qui doit voir, alors tu as le vert, c'est pour ça, le vert, c'est pour ça. Alors ce vert-là, c'est encore différent, et ce vert-là, c'est... Non, c'est pas jouable. C'est complètement pas jouable, on va rien comprendre du tout à votre projet, surtout, ça va être le bordel. Heureusement, là, souvent pas autant, mais il faut les épurer. Hein. Il faut trouver un autre mot, au pire, de remplacement, si on veut garder l'information. Les deux informations distinctes, par exemple, qui auraient le même mot, il faut trouver un autre mot. Utiliser cette fois un synonyme, le transformer en synonyme. Les données calculées. Alors là, c'est toujours pareil, c'est un peu au choix, donc c'est un peu problématique. La règle est la suivante. Si une donnée calculée peut être obtenue par l'application d'un traitement à partir des données élémentaires qui sont déjà dans la base, donc valides, on peut la supprimer du dictionnaire. Globalement, si je prends un exemple, vous avez dans votre base un produit, il a un prix. Vous avez une commande, hein, une ligne de commande, une quantité. Et vous avez une facture totale avec un prix final. Si vous supprimez, comment s'obtient le prix de la facture déjà ? En faisant prix du produit fois la quantité. Donc on a les deux informations. On pourrait supprimer le prix de la facture. D'accord ? Ou supprimer le prix du produit, puisque en faisant une multiplication ou au choix une division, on va retrouver l'information manquante. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Eh bien, c'est marqué juste après, il donne un exemple, mais qui est difficile à comprendre, hein, parce qu'on n'a pas d'exemple physique sous les yeux avec les schémas. Si on veut retrouver le prix de la facture, s'il venait à disparaître ce prix de facture,
D'accord? Comment est-ce qu'on peut le retrouver? Eh bien, on peut le retrouver en utilisant le prix du produit. Mais est-ce que c'est une donnée valide et qui reste valide dans le temps, qui ne change pas? En fait, le prix du produit peut être amené à évoluer. Donc s'il varie et que l'année prochaine il augmente d'une certaine somme, le prix de la facture, on ne pourra pas retrouver le prix de la facture initiale. Donc on commence à rentrer dans les problèmes d'historique qui font que on ne peut pas considérer ça comme une donnée valide. Donc là, dans le cas que je vous cite, on doit conserver le prix de la facture totale et le prix du produit. Les deux informations doivent figurer. Parce qu'avec l'une, on n'est pas sûr de pouvoir retrouver l'autre, en tout cas à un instant T. Il donne le contre-exemple. Examinons le cas de la donnée calculer montant de la commande, ça correspond à notre montant de facture. Sa valeur est obtenue par l'application du calcul montant de commande égale prix de la commande fois quantité de la commande. Les deux données élémentaires, prix de la commande et quantité de commande, qui participent au calcul sont présentes, elles sont dans le dictionnaire. On peut donc éliminer cette donnée pour la phase de modélisation conceptuelle. On peut estimer que le prix d'une commande, il est figé, il ne bouge pas, d'accord? Sa quantité, elle a été achetée, ça ne bouge pas non plus, il a acheté telle quantité. Donc, les deux données sont valides, présentes dans le dictionnaire. On pourra toujours retrouver le montant de la commande. Dans ce cas-là, on supprime le montant de la commande parce qu'il peut être calculé à partir des deux autres éléments. Voilà. Donc quand on a un élément qui peut être calculé à partir d'autres éléments, on doit le supprimer. Retenez ça simplement. Vous avez un élément, par exemple un prix total TTC, donc prix du produit fois la TVA, ça donne un prix TTC, prix total, prix TTC, toute taxe comprise. Si on a le prix du produit et la TVA, qui forment le prix TTC, on peut supprimer le prix TTC. Ça, c'est la règle générale, sauf dans le cas où une des deux données, le prix de la TVA, enfin le coût de la TVA à ce moment-là, ou le prix TTC, sont amenés à changer et qu'on a un besoin d'historisation. Si une des deux informations est amenée à changer et qu'on a besoin d'un historique valide des prix, du prix total, du prix TTC, si une des deux change, on n'aura plus l'historique puisque la valeur va changer en refaisant le calcul. Par exemple, la facture que j'ai effectuée en achetant quelque chose en décembre 2013, d'accord, j'ai acheté un produit à une certaine TVA, à 19,6, 19,6, et comme ça, c'était la TVA à ce moment-là. Ça me donne un prix TTC. Si le 10 janvier 2014, la TVA a changé, ce qui est le cas, est passé à 20%, automatiquement, si je reprends ma base et que je n'ai pas conservé le prix de la facture, quand je vais retourner sur mon espace personnel, par exemple sur le site internet où j'ai fait l'achat, je vais regarder ma facture. Si dans le dictionnaire de données, initialement, il n'avait pas conservé le prix total des commandes ou des factures, ils vont refaire, pour me redonner le prix de ma facture, le calcul suivant. Prix du produit fois TVA. La TVA ayant changé, étant passée à 20%, ma facture aura augmenté. Or, elle a déjà été réglée, c'est un historique. Mon historique est donc devenu faux. C'est donc une erreur inconcevable sur un site e-commerce. Pour de l'historisation, pour conserver des valeurs correctes, il est nécessaire de s'assurer que les deux valeurs élémentaires soient valides et ne changent pas dans le temps. Si elles ne changent pas, on peut se permettre de supprimer une des trois valeurs du calcul, dans un exemple à trois valeurs. Si une des valeurs change et qu'on a un besoin d'historisation, on ne supprimera pas l'information, tout simplement. C'est un petit peu compliqué, c'est un petit coup à prendre. Avec la pratique, ça va venir, hein. Surtout que c'est des cas qui reviennent régulièrement, les cas des commandes, des prix des produits. On a terminé pour le dictionnaire de données, comme on peut le constater. Donc, comment je vous propose de réaliser vos dictionnaires de données? Le plus simple, eh ben, on va le faire ensemble, je l'avais déjà un petit peu préparé. Dans les éléments de support, vous allez pouvoir trouver un document qui s'appelle, non pas dictionnaire de données comme je suis en train de vous le montrer, mais exemple livre.
qui est un livre informatique sur Meurize, le guide pratique. Alors, pour être franc, c'est pas un de ceux que j'ai lu, c'est le pire. J'ai trouvé un exemple, le premier qui est venu sur Internet. Mais vous avez des informations sur ce livre. Je vous propose d'en réaliser le dictionnaire de données à titre d'exercice pédagogique et de trouver toutes les informations contenues. Vous vous doutez qu'il y aura un titre. Un livre sans titre, c'est rare. Donc il faut faire le dictionnaire de données d'un livre. Imaginons qu'on ait une librairie, une petite librairie de quartier. Vraiment une petite librairie. Une personne seulement y travaille, elle reçoit des livres, elle les vend. Quelles sont les informations importantes dont on a besoin pour travailler, pour gérer et vendre des livres, tout simplement. Donc là, vous avez ça, la couverture du livre, et vous allez devoir répertorier les données, par exemple titre, donc on aurait titre, c'est une chaîne de caractères de 250, donc AN alphanumérique, c'est un alphanumérique de, entre parenthèses, 250, par exemple, pour le type. Domaine, il n'y en a pas, c'est un titre, ça pourrait être tout et n'importe quoi, donc domaine, on peut laisser vide, mettre une barre dedans ou laisser vide. Contrainte, non nulle, note nulle ou non nulle ne peut pas être nulle, évidemment. Un livre sans titre, ça s'appellerait le livre sans titre éventuellement, mais il ne peut pas ne pas avoir de titre, pas à ma connaissance. Donc, ça foutrait surtout un sacré merdier dans les champs de recherche. Donc là, on va considérer qu'il est non nul, il doit forcément avoir un titre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Règles de calcul ou de gestion? Il n'y en a pas, c'est un titre, on choisit ce qu'on veut, tout simplement. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. La description, titre du livre, donnant une information sommaire sur le livre éventuellement, même pas tout le temps. Donc titre, décrivant un livre précis. Donc là, on a ce livre, on a un titre, on a une autre information, une autre ici, une ici, une là, une là. On a une information au fond qui est un petit peu compliquée. Il faut conceptualiser un petit peu et se demander comment ça va être stocké en termes d'information. Et enfin, on a au moins une, deux, trois informations maximum. Entre une et trois, on peut les imaginer. Ça dépend de la librairie, de ce qu'ils fournissent comme information à leurs clients. Mais qui doivent être imaginées. Il y en a une au minimum, voire même deux. Il y en a deux qui ne sont pas présentes à l'écran, mais un indice, si on retourne le livre, il y a quand même des chances qu'on les trouve. Et c'est nécessaire, c'est-à-dire qu'il faudra le faire. Donc, ça fait partie du type de données des livres. Donc, il faut trouver les champs de données comme ça cachés pour ce domaine que je vous ai donné. Petite librairie de quartier, une personne y travaille, elle vend des livres. Quelle information a-t-elle sur chaque livre? Comment est stockée l'information? Pour ça, vous pouvez travailler sur Excel, OpenOffice Calc, ou LibreOffice Calc maintenant. Vous pouvez travailler sur n'importe quel tableur en fait, et dire ici le nom de l'onglet, donc chez moi c'est feuille 1, renommer, appeler cette entité, alors moi je vais classer dans mon dictionnaire de données, c'est un débat, soit on les met toutes à la suite, j'estime que c'est très souvent le bordel sur des gros projets, ou alors on peut les regrouper par entité. Donc là c'est l'entité livre, donc on va faire une entité livre, et on va mettre les différentes cases dont on parlait. Donc le nom du champ de données, nom entre parenthèses code, c'est un synonyme, la description, donc la description c'est bon, on a l'information de description qu'on va laisser un peu plus grande en général, on a le domaine, le type, donc nom ou code, donc c'est quelque chose de raccourci, nom ou code, ça doit être du français. Si c'est numéro de client, mettez pas numéro espace 2 espace client, on ne pourra pas utiliser ça comme information. Donc le nom, si on appelle ça aussi code, c'est parce qu'on va mettre N au client par exemple. Tout le monde comprend. Et description, vous pourrez mettre numéro du client, comme ça on comprend mieux. Domaine, le type, donc on a vu alphanumérique, date, heure, booléen. Les contraintes qui peuvent s'appliquer.
et les règles de calcul. Alors je dis le ou les, j'ai tout mis au singulier. Hein. Il peut dans certains cas y en avoir plusieurs. Hein. Pas forcément sur cet exemple, mais vous pourrez avoir des cas où il y a plusieurs de ces possibilités. Voilà, on a fait la liste. Ce qu'il est nécessaire après de se demander dans un dictionnaire de données, si on répartit, c'est toujours le même débat, on n'est pas obligé de le faire, mais si on veut répartir par entité, c'est quelles sont les entités distinctes. Si vous voyez un champ qui pourrait être une entité à part, qui est une notion différente, par exemple, là je vous donne l'exemple le plus évident, il y en a un autre sur cet exemple, hein, l'auteur. L'auteur, il est présent ici. Est-ce que ça fait partie du livre? Est-ce que l'auteur fait toujours partie d'un livre? Dans le cas d'une librairie, on pourrait presque considérer que oui. Maintenant, s'il s'avère que la libraire donne des informations précises sur l'auteur, vous voyez qu'on décompose, il a un nom, un prénom, éventuellement une adresse, il est né à telle année, plein d'informations sur un auteur. On pourrait vouloir travailler avec ces informations précises, donc on va sortir l'auteur du livre. On va faire deux entités séparées. Auquel cas, on clique sur le petit plus, on fait un autre onglet. Et on va créer un onglet auteur où on fera la même chose. Hein. Donc le livre aura des propriétés ici. Et on va copier tout simplement ce modèle sur le deuxième onglet. Voilà. Donc le livre aura un titre. L'auteur n'aura pas de titre. Ou alors le titre, ça sera Monsieur, Madame, ou Mademoiselle à l'époque. Ça a été supprimé, je le rappelle. Monsieur, Madame, Mademoiselle, ça peut être le titre d'un auteur. Pourquoi pas? Mais il faudra mettre titre-auteur, parce que je rappelle qu'on ne peut pas avoir de synonyme. Donc ça sera peut-être titre-livre et titre-auteur. Hein, ne pas hésiter à repréciser pour éviter les synonymes. On n'a pas le droit aux synonymes, ça fait partie de notre élagage. Donc autant commencer maintenant. Voilà, donc vous remplissez et on corrigera effectivement en présentiel ces éléments, ou vous pourrez utiliser un guide d'autocorrection. Merci, bon travail, bon exercice, et à bientôt pour la prochaine partie.